Les jeux vidéo sont le média numérique le plus populaire jamais développé. On compte désormais plus d'1 milliard de joueurs dans le monde et ce nombre est en progression fulgurante. Le divertissement, ce sera toujours un besoin pratiquement fondamental de l'être humain. Donc, on est dans un beau domaine, un domaine intarissable. Les gens veulent rire, les gens veulent du plaisir, les gens veulent s'évader. Les jeux permettent d'innover dans la mesure où on peut influencer l'histoire et les personnages comme jamais on n'a pu le faire auparavant. Le jeu se démocratise et rejoint presque toutes les générations maintenant, à un tel point où la moyenne d'âge des joueurs est de 37 ans. Ça m'a jeté à terre. Pourtant, les mots qu'on emploie le plus souvent pour parler des jeux vidéo sont violence, accoutumance, obsession, insignifiance. Dans les années 1800, on blâmait les livres pour des actes de violence aux États-Unis. On voulait bannir les livres. Ensuite, ça a été la musique, le cinéma, et maintenant, c'est les jeux vidéo qu'on pointe du doigt comme étant un problème dans la société. Moi, mon opinion à moi, c'est que c'en est pas un, c'est un faux problème. Je me suis demandé pourquoi que les jeux, à la base, c'est violent. Pourquoi c'est un des premiers réflexes. Et j'ai appelé ça effectivement le syndrome du 1 et du 0, parce que puisque c'est une machine qui fonctionne en binaire, officiellement, donc, soit tu existes, 1, soit tu n'existes pas, 0. Faire une sculpture, c'est plus complexe que de la détruire. Puis comme l'informatique, faut que tu fasses des décisions, mais souvent, effectivement, on prend la solution facile de détruire plutôt de créer. Mais aussi, après ça, c'est quand même pas le jeu vidéo qui a inventé la violence. C'est un jeu vidéo à mon âge, là. Donc, Ce documentaire va montrer que, contrairement aux idées reçues, les jeux vidéo possèdent de précieux atouts. Grâce à leur caractère interactif, des pompiers s'entraînent à sauver des vies, des patients guérissent de leur phobie, des pilotes d'avion réussissent des atterrissages très risqués, des joueurs font avancer la recherche contre le sida, des gestionnaires se mettent à jour, des enfants surmontent leur hyperactivité sans médicaments. Vivre ce qu'on apprend, voilà la clé de tout apprentissage véritable. Le joueur est plongé dans un monde virtuel dans lequel il doit réagir soit directement, soit à travers un avatar. La joueuse compose ici un personnage à son goût. Voici donc Alice, notre avatar. À travers ce personnage, nous allons partir en mission et résoudre des problèmes et des énigmes. Alice va chercher, explorer, voyager et relever plusieurs défis pour réussir à gravir tous les échelons du jeu. Avec elle, nous découvrirons que le jeu vidéo se présente sous d'innombrables formes et qu'il permet de vivre autant d'expériences différentes qu'il existe de variétés de joueurs. Première énigme, peut-on apprendre en s'amusant? On souhaite que le jeu, en fait, nous aide à changer le monde. On souhaite que le jeu puisse être un outil pour aider les jeunes à préparer leur avenir en développant des aptitudes qui vont leur servir toute leur vie. Caroline Julien, présidente et fondatrice de Créo, est ingénieure en foresterie. Elle développe maintenant des jeux vidéo pour stimuler l'apprentissage des sciences pour les jeunes de la génération numérique. J'ai l'impression que l'avenir, c'est d'avoir une histoire qui se poursuive sur plusieurs plateformes dans un jeu qui se vit différemment selon la plateforme où on est, mais qu'il y a un autre morceau qui se vit autrement sur tablette, un autre morceau du jeu qui se vit autrement sur cellulaire. Je suis game designer. Comment je l'explique habituellement, c'est un métier étrange, là, expliquer à des gens qui connaissent pas le milieu du jeu vidéo, mais j'explique toujours comme avec le parallèle avec les jeux de société, les jeux de table. Ben, dans chaque jeu de société, il y a un pamphlet avec les règles du jeu. C'est ça ma job, c'est d'écrire les règles du jeu. Élaborer comment ça va jouer, comment ça va être le fun, analyser avec des jeunes, trouver qu'est-ce qu'ils aiment et bien sûr, vu qu'on est un studio de jeux sérieux, jeux éducatifs, ben, voir comment est-ce qu'on peut passer le contenu à ces jeunes-là de manière amusante. Créo, ça signifie « je crée » en latin.
nous rappelant que la création est au cœur de tout ce que l'on fait. Lorsqu'on crée un jeu, il faut faire preuve de beaucoup de créativité. On est des pionniers dans le domaine du jeu vidéo sérieux. On a commencé à faire du jeu sérieux à une époque où ça ne s'appelait même pas encore jeu sérieux, à une époque où il fallait plutôt évangéliser et même faire prendre conscience de l'intérêt de cette approche-là pour apprendre, pour communiquer. Une de mes premières sources d'inspiration a été le jeu Myst. Le jeu Myst a révolutionné l'industrie du jeu vidéo avec une nouvelle façon de jouer qui était plus axée vers la résolution d'énigmes. C'était ce qu'on a appelé des aventures graphiques, où on se promenait dans un univers que l'on ne maîtrisait pas. Lorsqu'on joue à un jeu comme celui-là, on développe des aptitudes qui sont très importantes pour vivre au 21e siècle. La capacité de résoudre des problèmes, c'est une aptitude qui va faire partie des compétences de base, je pense. Si en plus on associe à ça la découverte scientifique et que les connaissances scientifiques aident à résoudre une énigme, je pense qu'on a quelque chose de très fort. D'autres sources d'inspiration, les jeux de simulation et de stratégie, par exemple, qui ont donné naissance à plusieurs jeux de simulation que l'on a développés en lien avec l'histoire, en lien avec l'aménagement forestier. Et là, j'ai retrouvé mes premières amours avec le jeu Forestia, qui est un jeu de simulation et de stratégie où le joueur est un ingénieur forestier et doit aménager une forêt de façon durable. Forestia est inspiré des jeux de simulation comme SimCity, Warcraft, où plutôt que d'aménager une ville, j'aménage cette fois-ci une forêt. Ce qui est très intéressant de ce type de jeu-là, c'est que le joueur est dans l'action. Il apprend de ses erreurs. Le joueur peut décider de tout couper sa forêt s'il le souhaite ou de tout protéger. Et là, les personnages vont réagir. L'ingénieur forestier, mais aussi la biologiste, le maire, le directeur de l'usine, qui ont tous des considérations différentes. Chacun voit l'aménagement forestier à sa façon et va conseiller le jeune. Et le joueur va apprendre, en fait, de ses propres actions. Et là, on rejoint carrément le cœur, à mon avis, du programme d'enseignement du ministère de l'Éducation, où on dit que le jeune doit être au cœur de ses apprentissages. Avec un jeu comme Forestia, on est là. On permet aux jeunes de vivre et d'apprendre par l'expérience. Et c'est important dans le contexte où on s'adresse à la génération numérique. Les jeunes qui sont nés avec les nouvelles technologies, ces jeunes-là, ils apprennent pas comme nous. Ils sont beaucoup plus intuitifs, ils préfèrent apprendre par l'interaction, ils aiment l'image, ils sont très visuels. Nous, on apprend en lisant ou en apprenant un concept qu'on va appliquer par la suite. Eux, c'est l'inverse. Ils aiment expérimenter, apprendre de cette expérimentation-là, dégager un apprentissage qu'ils vont appliquer par la suite. Dans une école, typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assoit et on reçoit l'information. Dans un jeu vidéo, on est maître de son apprentissage. C'est la même chose pour les types de pédagogie qui sont plutôt d'apprentissage par projet, où on va découvrir nous-mêmes, on va faire un projet, pas dans un jeu vidéo, juste dans la vraie vie. Et nous-mêmes, on est en charge de l'apprentissage. Et ça, c'est des nouveaux paradigmes d'éducation qui arrivent dans le domaine, qui sont très importants, qu'on devrait mettre de l'avant, je crois, et que la recherche montre, en fait, qu'il y a des meilleurs résultats. Mais ça a une culture différente de ce qu'on a dans le milieu scolaire pour l'instant. Donc, je pense, c'est mon avis personnel, mais je pense que la culture scolaire va être appelée à changer de plus en plus pour arriver avec une éducation qui est plutôt active. C'est ça qu'on apprend nous-mêmes, on est moins passif.
La grande différence du jeu vidéo, c'est l'interactivité. Hein? C'est le fait que la personne qui reçoit l'œuvre peut participer. Donc un jeu, au final, n'est jamais fini tant que c'est pas dans les mains de quelqu'un qui est le joueur. Et lui, moi je dis souvent qu'il est le co-créateur de l'expérience au final. Nous apprenons en agissant. Il vaut mieux vivre une expérience que se faire expliquer quelque chose. Cela apporte une nouvelle perspective sur le sujet. Les jeux exigent l'attention du joueur. Ils le récompensent progressivement, au lieu de lui donner une seule note à la fin. Les jeux captivent le joueur et le plongent dans une expérience. Tous les jeux ont des règles. Les meilleurs jeux sont faciles au début, puis les difficultés augmentent graduellement. C'est ainsi qu'on apprend les règles qui permettent d'avancer dans le jeu. Et cet apprentissage est l'un des fondements de l'éducation. Les jeux vidéo sont le visage le plus séduisant de la révolution numérique dans laquelle nous sommes plongés et nous réservent de belles surprises. Poussée par la curiosité, Alice veut découvrir ce qui se cache derrière cette porte mystérieuse. Mais auparavant, elle doit résoudre une énigme. Les jeux vidéo seraient-ils sur le point de devenir le livre idéal? Non, moi j'ai cliqué sur l'étoile puis ça fait la même couleur. Ah, moi aussi ça fait la même. Mais ça fait la même couleur comme, mais ça fait pas des cerfs-volants. Regarde donc qu'est-ce qu'il fait. Moi, je suis professeure en psychologie, je suis spécialiste en développement de l'enfant. J'ai un intérêt particulier pour le développement du langage, puis comment le langage prépare l'enfant à l'apprentissage de la lecture par la suite. Dans l'invitation de Frima de Martin, ce que j'ai vu, c'était la possibilité de créer, en toute modestie, ce que je considère le livre idéal. Un livre qui réagit à l'enfant, qui est interactif. Dès que l'enfant touche quelque chose, il y a une réaction qui se produit. On sait que les très jeunes enfants vont répondre très, très, très rapidement à une interaction comme ça qui est immédiate. C'est du renforcement, en fait, tout simplement. Yes! Ouais! On veut pousser les parents à avoir une activité de lecture avec leur enfant dans laquelle ils vont leur poser des questions, ils vont leur suggérer des choses. Et ça va apprendre beaucoup à l'enfant. Tu voudrais dessiner? D'accord, vous dessinez. Pour dessiner, c'est celui-là. Il y a plusieurs études maintenant qui montrent que quand l'enfant est passif, quand il n'y a pas d'interaction sociale, l'enfant apprend moins du contenu qui est présenté dans l'écran. Alors que quand on arrive avec un écran tactile, l'enfant est partie prenante de ce qui se passe. L'objet est entièrement, en fait, sous son contrôle, ce qui n'est pas du tout le cas de la télévision. Regarde, dans ça, qui danse. Regarde, c'est eux qui sont... Regarde, c'est eux qui sont sur la planète demain, puis il y a plein de pluie. Frima est devenu, avec le temps, le plus gros studio canadien indépendant. Donc, on est 370 personnes. C'est devenu une entreprise d'une grosseur impressionnante. Le but de Frima, par ailleurs, ça a toujours été de faire des jeux qu'on appelle massivement multijoueurs, des jeux où plusieurs personnes jouent en même temps. Et à l'époque, ça commençait, cette tendance-là. Mais Frima s'est spécialisé dans les jeux pour enfants, pour les jeunes, et a connu un succès planétaire. Certains de nos produits ont jusqu'à 25 millions d'enfants qui jouent. Les jeux vidéo bien ficelés proposent aux joueurs des situations d'apprentissage excitantes, des défis, de la compétition qui le stimulent à poursuivre son aventure. Encouragée par ses premières découvertes, Alice se relance dans l'action et découvre de nouveaux univers virtuels fantastiques. Aujourd'hui, les jeux vidéo sont conçus de manière à permettre à des personnes de tous âges de stimuler leur mémoire, d'améliorer leur coordination, leur concentration, leurs réflexes, leur forme physique et de développer des habiletés nouvelles. En tout cas, c'est là où tout, là, ils sont là. Puis
on va jouer au bowling ce soir, puis ils sont tous pépés, ça les motive. Hein? Ça leur donne une motivation de jouer ensemble, de s'amuser ensemble. On a annoncé un abat et on a fait un abat. Bravo! Alors, je vois dans des jeux de même, là, je me perfectionne à tous les jeux, puis j'ai du plaisir avec ça. Personne n'aurait imaginé découvrir une activité aussi motivante, aussi adaptée aux besoins des seniors de bouger, de socialiser avec d'autres et de rehausser leur estime de soi. La console Wii a marqué un tournant majeur dans l'histoire du jeu vidéo. En ciblant l'ensemble de la société, Nintendo a démontré qu'à tout âge, un public large pouvait bénéficier de cette nouvelle forme de loisir interactif. Dans un jeu, quand l'avatar échoue, on dit qu'il perd une vie. Alice vient tout juste d'en perdre une. La liberté d'échouer sans être puni et de recommencer autant de fois qu'il est nécessaire est l'un des grands avantages des jeux. Aucune erreur n'y est fatale. Alice va découvrir un engin fantastique, un dispositif anti-gravité qui va lui permettre de voler et de se rapprocher plus rapidement de la porte mystérieuse. Derrière le succès mondial de certains jeux se trouvent de grands créateurs comme Patrice Désilets, à l'origine de titres flamboyants comme Prince of Persia ou Assassin's Creed. Nous suivons Patrice au Centre NAD à Montréal, où l'attendent de jeunes créateurs, impatients d'échanger avec lui sur l'avenir des jeux vidéo. Ces jeunes savent que leur apprentissage dans le domaine des jeux commerciaux leur ouvrira des portes dans plusieurs autres sphères que celle du divertissement. Leur premier défi reste celui d'en maîtriser l'aspect ludique. Oh, ben oui. Cécile, enchantée. Ils semblent tous passionnés du médium, avoir vraiment cette envie. Non? Nous aussi, on veut en faire des jeux. Quand moi, j'ai commencé, beaucoup de gens, les jeux, soit tu étais tout à fait outsider, soit c'était même pas un rêve possible. Parce qu'eux, ils arrivent déjà avec la volonté. Et ça fait une différence. Donc là, on est dans le jeu. Ouais. Ici, on est dans la dernière zone du jeu, finalement, parce que notre jeu, ça se déroule dans un village, puis à l'entrée du village, l'environnement est plus délabré. Tandis que quand on arrive ici, bien, on arrive dans le segment plus riche du village avec le château, où a lieu l'assassinat, l'accomplissement de la mission. Mon travail, ça a été de modéliser ces maisons-là. Mon ami Jérémy les a texturées, j'ai fait le mapping. Ensuite, je viens d'intégrer des arbres pour ajouter un peu plus de vie à l'environnement. Ce qui est intéressant avec la nouvelle génération, je trouve, c'est qu'ils arrivent avec des fondations, avec un bagage de connaissances. Moi, je n'avais pas du tout quand j'ai commencé. J'avais un bagage différent, de cinéma, littérature, théâtre. Et donc, j'ai appris à fabriquer des jeux sur le tas avec un mandat, faire un jeu. Wow, OK, comment je fais ça? Votre métier principal, c'est de donner du plaisir. Puis c'est vraiment ça, là, parce que si le joueur n'a pas de plaisir, là, ben, il arrête de jouer. En fait, c'est comme un oignon. C'est comme ça que je perçois ça, avec plusieurs couches. Tu as le centre de l'oignon qui est le second to second, désolé pour l'anglicisme, mais à toutes les secondes, tu fais des choses dans un jeu et déjà ça, il faut que ça soit fun. Ne serait-ce que d'interagir avec la machine, il y a une partie de plaisir. Ensuite, tu as le 10 secondes par 10 secondes. Tu vas l'établir sur 1 minute. Et là, tu vas en mettre plusieurs. Tu vas demander au joueur de faire différentes choses dans son second to second, qui va amener d'autres bonbons. Puis à la fin, tu en as un plus gros. Et tu arrives au bout de 15 minutes. Ça, 15 minutes en psychologie, c'est suffisant. Là, tu dis en 15 minutes, le joueur peut déposer la manette et il a fait « Ah, tout va bien ». Mais ce 15 minutes-là, tu vas en mettre 2, tu vas en mettre 3 et tu vas arriver à ton heure. Et c'est là que ma partie concepteur est rendue concepteur de monde. Ce que vous faites, c'est un art, là. Mais il faut le donner dans les mains d'une autre personne, ton art, tout le temps. Puis il va te le dire si c'est bon ou pas bon. Il ne faut jamais oublier que contrairement à d'autres formes d'art, comme le cinéma ou l'écriture, que c'est pas un monologue. En jeu, c'est un dialogue continuel entre l'œuvre et la personne qui y joue. Il y a des jeux comme Flower où tu contrôles le vent et qu'il y a tout un message derrière ça. Tu contrôles le vent qui amène des pétales de fleurs et le monde se détruit au fur et à mesure que tu avances et tu finis par être dans un monde où la pollution a pris le contrôle sur tout, puis tu vois bien que c'est désolant et c'est dommage parce qu'il n'y a plus de fleurs. C'est pas juste quelqu'un qui te dit « Hey, la pollution », tu l'as vécu. Et c'est là aussi que
les jeux amènent une nouvelle dimension et changent de manière positive les synapses du cerveau de l'humanité. J'ose espérer qu'un jour, cette jeunesse-là qui est habituée d'interagir et d'avoir une réponse va aussi débarquer dans la vie de tous les jours et dans les affaires de la cité pour faire avancer les choses à leur façon. À l'avant-garde, le monde des affaires fait déjà avancer les choses à sa façon. On va vous laisser 10 minutes de stratégie. Vous réunissez, c'est le dernier round de jeu. La plupart des adultes qui occupent maintenant des postes de cadre ont grandi avec les jeux vidéo. Voilà pourquoi les jeux consacrés à la formation en entreprise explosent. Il faut avoir des objectifs beaucoup plus précis, c'est-à-dire que... Pour le premier tour de jeu, votre rôle, c'est de s'assurer qu'il y a une bonne transmission d'informations et que l'équipe se parle bien. C'est la seule façon dont les gens, le vice-président et les gens des stocks peuvent parler à ceux qui prennent vraiment les décisions. Pour nous, le jeu, c'était une façon de rendre ça authentique. Donc, un groupe d'étudiants de MBA qui compétitionnent, c'est des gens très motivés pour qui gagner a beaucoup d'importance. Donc, c'était aussi une façon de créer une grande motivation. Mais notre objectif final, c'est vraiment de leur faire apprécier l'importance de la prise de décision collaborative dans l'organisation moderne. Création de valeur pour les actionnaires, l'équipe F, un retour sur l'équité de 18,5 %. Donc, une superbe performance pour l'équipe F. Félicitations. Le fait d'avoir un jeu de même dans le concept éducatif, c'est qu'on peut prendre des risques. Jusqu'à un certain point, on peut essayer des moves, on peut essayer des choses, puis il n'y a pas de conséquences, c'est pas négatif. On est capable de voir un peu comment le système ou le marché réagirait, comment la compétition bougerait. L'autre affaire aussi, c'est plus un peu de voir la dynamique dans une équipe. On a différentes personnes, on a tous des caractères, des affaires comme ça, puis là, on a tous des rôles à jouer, on a une mission commune. Mais ça donne aussi une impression de comment pourrait se passer en entreprise, les gens ensemble, les relations. Fait que le jeu nous amène à voir ces choses-là, mais encore une fois, sans risque. Donc, c'est les pouvoir essayer, là, c'est de s'amuser, là. Voilà, l'équipe F mène toujours le jeu avec 73 298 € de profit, mais c'est l'équipe D qui prend la deuxième place avec 48 000. Bravo à l'équipe D. L'équipe B... C'est que je pense qu'il faut qu'on rattrape sur la marge. Alors les ventes, là, on doit les laisser tomber. C'est vraiment incroyable parce que c'est comme des petits blocs de briques qui sont en train de se monter. Et chaque journée, on ajoute des briques de connaissances et d'outils pour gérer nos entreprises. Et c'est fantastique. Puis on s'amuse en même temps. 5 constructeurs de talent se battront sans pitié. Pour l'honneur. Pour la gloire. Mais surtout, pour écraser la compétition. Défi moto à Phoenix, mercredi 21h à Canal D. Le fromage Cracker Barrel dont vous raffolez est aussi offert en tranches. Parfaitement tranché à même le bloc pour un fondant et une expérience gustative extraordinaire. Commencez avec des tranches de Cracker Barrel. Finissez en beauté. Combiner du filet crémeux avec du vrai cheddar, c'est comme ajouter une chevelure de rockstar à votre amoureux. C'est inattendu, mais extraordinaire. Le nouveau filet au cheddar crémeux. Non, le Pepsi Cola au gingembre, ça va pas dans les fruits et légumes, ça va dans les boissons. Continue. Le nouveau Pepsi Cola au gingembre, fait avec du vrai gingembre. C'est pas pour rien que vous avez un camion. Renforcé de la technologie LLC, le Nation AT de Firestone vous suit sur tous les terrains et dans toutes vos affaires de camion. Quoi que vous conduisiez, conduisez un Firestone. Je me suis tout de suite rendu compte que ce produit était wow. Je parle de Crest HD. Devenez pro avec Crest Pro Alt HD. Il y a 2 étapes. La première, nettoie. La seconde, polie et blanchit. En isolant les ingrédients clés, chaque étape se concentre sur ses tâches respectives. Crest HD vous procure une bouche 6 fois plus propre et des dents 6 fois plus blanches. Il vient à bout de presque chaque petit détail. C'est pourquoi il s'appelle HD. Essayez Crest Pro Alt HD. La vie est belle avec une bouche plus propre.
Papa, j'ai aimé ça jouer dehors avec toi. J'ai hâte à demain. Ceci est la vie il y a 12 semaines. A-t-il gardé l'odeur du printemps? Les rehausseurs de parfum Unstoppables. Plus vous en versez, plus de parfum vous savourez. Versez-les dans votre lavage pour jusqu'à 12 semaines durant de parfum. Downy Unstoppables. Parfum longue durée. Cette allure-ci, ce confort-là. Cette allure-ci, ce confort-là. Les semelles Dr. Scholl's pour elle transforment les chaussures douloureuses en souliers confortables. Grâce à leur soutien doux avec coussinet, vous pouvez avoir cette allure-ci et vous sentir comme ça. Dr. Scholl's pour elle. Dès maintenant, achetez 3 pneus et obtenez le 4e gratuitement. Visitez votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep et Ram et profitez de l'offre 4 pneus à l'achat de 3 dès aujourd'hui. Énergie, toujours en tête. Fatras de glace et chiens blessés. La Yukon Quest continue de faire des victimes. J'étais pas sûr de pouvoir y arriver. Il disparaît, je vois plus pied de bois. Il était tombé dans une crevasse. Qui réussira l'ascension d'Eagle Summit? Musher à la conquête de la Yukon Quest, mardi 19h30 à Canal D. Même les sujets les plus rébarbatifs peuvent faire l'objet d'un jeu passionnant. Personne ne dit que c'est facile pour autant. Apprendre à gérer ses frustrations pour progresser fait partie du jeu. Dans cette intro-là, on explique aussi le principe de la lave puis de la glace. Moi, j'avais imaginé, après l'intro, un fade, puis... Avant de créer leur compagnie, Ululab, François Boucher-Jeunesse et ses collègues ont travaillé sur de grands succès commerciaux, comme le jeu Halo 3. Ils ont décidé de mettre leur savoir-faire au service des plus jeunes, pour les aider à vaincre leur réticence vis-à-vis de la physique. Un des problèmes qu'on a dans les pays occidentaux, c'est que les jeunes décrochent d'abord au niveau scolaire, mais aussi se désintéressent complètement de matières qui sont très importantes. Là, on parle de science, on parle d'ingénierie. Le nombre d'élèves qui décident d'aller en physique et en mathématiques diminue, mais la population augmente. Donc là, c'est comme un double problème, si on veut. Mais pire que ça, les domaines dans lesquels on a besoin d'ingénieurs, de physiciens, de mathématiciens augmentent. Et donc, on a une panoplie de travail, de nouveaux métiers qui sont prêts, mais on manque de candidats. L'équipe de recherche avec laquelle j'étais associé à l'Université du Québec à Montréal, on a décidé d'un domaine sur lequel il y avait beaucoup de recherches déjà sur l'apprentissage. Donc la physique mécanique, c'est très connu comme étant un sujet qui est très difficile au niveau des intuitions chez les jeunes. Donc les jeunes arrivent en classe, ils ont des intuitions déjà qu'ils ont travaillées depuis leur naissance, qui sont complètement contre ce qu'on va leur montrer à l'école. Et donc, nécessairement, il y a des résultats scolaires qui sont moins intéressants chez les jeunes. Et même si les résultats scolaires sont bons, on se rend compte qu'ils ne comprennent pas vraiment la matière. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire un jeu vidéo éducatif sur ce sujet conceptuellement-là difficile à comprendre. C'est juste parce qu'il était arrêté, il n'avait pas de force? Ouais, là, j'en ai juste 4. Ouais, mais ça va marcher. Là, faut juste que tu le fasses monter un coup. Comme ça? Ouais. Puis après ça, faut que tu neutralises sa force. Ok, mais le jeu, il est juste pas dans. Comme ça? Là, il faut que je l'envoie. Dans le jeu vidéo Mechanica, l'étudiant est appelé à se familiariser avec les effets de la gravité dans diverses situations sur Terre et dans l'espace d'une façon simple, rapide et agréable. Pour vérifier l'efficacité de cette approche, François Boucher-Jeunesse en mesure les effets avec les experts de l'UQAM au Tech3 Lab. Les yeux. Les travaux qu'on mène avec ton jeu, avec Mechanica, sont inédits dans la mesure où on collecte d'une manière synchronisée une série de mesures émotives, cognitives et comportementales, donc d'une personne qui est en train d'apprendre à travers le jeu Mechanica. Le programme va décomposer l'expression faciale du participant en 6 émotions principales, puis aussi en valence positive versus négative, donc si le participant se sent généralement bien ou mal.
C'est sûr que moi, ça me donne un avantage quand les élèves arrivent en classe, plus intéressant pour eux que des fois un cours magistral en classe. Donc, ils s'amusent un peu plus, puis après ça, les concepts s'intègrent plus facilement. Puis là, on peut passer aux formules, puis rentrer dans l'explication des phénomènes. C'est des robots qui doivent aller attraper des étoiles. Et il y a plusieurs petits éléments, par exemple du vent qui vient intervenir ou des coups qu'on donne pour que les petits robots aillent attraper les étoiles. Les jeux vidéo ont plusieurs avantages par rapport à un enseignement typique où il y a un professeur en avant d'une trentaine d'élèves. Un de ces avantages-là, par exemple, c'est que l'élève va avoir une rétroaction, donc un feedback instantané. C'est-à-dire qu'il essaie quelque chose, il va tout de suite avoir la réponse. Si on pense à un contexte scolaire où il y a 30 élèves en avant d'un prof qui parle, c'est pas vrai que tous les 30 élèves vont poser leurs questions. Il y en a les plus gênés, il y en a qui vont poser des questions quelques fois, mais on aurait envie d'en poser 5 questions par minute là, quand on apprend quelque chose. Et on peut pas faire ça dans le cadre scolaire. C'est pas de la faute des professeurs, c'est de la façon dont les institutions sont faites. Le deuxième niveau, il est correct. Mais c'est à partir du troisième niveau, quand tu mets les accélérateurs, les skills, dans l'espace. Là, ça commence à devenir du jeu pour vrai. Puis là, tu vois si tu comprends bien ou si tu comprends pas, puis t'as de la chance. Là. Le jeu donne aussi l'avantage qu'on n'a pas de conséquences à l'erreur. C'est-à-dire qu'on peut essayer quelque chose et la pire des choses qui va arriver, c'est qu'on va avoir moins de points. Mais au final, on va quand même avoir eu l'occasion, sans friction, d'essayer nos hypothèses et c'est comme ça qu'on apprend. Puis à l'école, quand on va faire un essai, on va souvent être mesuré, on va avoir des notes au bulletin et on va tout de suite donner une pénalité pour avoir essayé quelque chose. Tableau réussi. Voilà. Tous les joueurs savent que les jeux vidéo leur proposent un exercice de résolution de problèmes sous forme d'aventure. La grande force des jeux est d'obliger le cerveau à faire de nouvelles combinaisons, tout en laissant chacun libre de fournir les efforts nécessaires quand il le désire et selon ses capacités. La capacité de recréer virtuellement des activités réelles, qu'on appelle la simulation, s'améliore constamment. Mechatronics Systems fait partie des leaders mondiaux dans le domaine de l'entraînement par simulation de vol. À l'aide de situations virtuelles, il prépare les pilotes à réagir rapidement et efficacement aux pires catastrophes. Nous sommes à l'intérieur du simulateur de vol de Boeing 737 de la prochaine génération, le 737NG. Tout ce qui se situe entre le siège du pilote et ici devant est une reproduction exacte de ce qui se trouve dans ce genre d'appareil. Ce simulateur a deux finalités. La formation continue des pilotes expérimentés, car ils ont l'obligation de prouver tous les 6 mois qu'ils se rappellent et maîtrisent les mesures d'urgence, mais également la formation des étudiants issus d'écoles de pilotage, ou encore celle des futurs copilotes de 737. L'objectif du simulateur de vol est de recréer les conditions de vol dans un environnement sécuritaire. Aujourd'hui, les étudiants commencent leur entraînement sur simulateur beaucoup plus tôt qu'avant, pour ensuite être promus en tant que copilotes sur l'avion qu'ils envisagent de piloter. Memory item. Thrust lever. Idle. Engine start lever. Cut off. Confirmed. Thrust lever. Engine 1. Confirmed. L'objectif du simulateur est de les plonger le plus réalistement possible dans une situation de pilotage, de reproduire une situation où ils se retrouvent vraiment sous pression. Leur cerveau réagit exactement comme s'ils étaient aux commandes d'un véritable avion. Il existe de nombreux scénarios. Un incident vous force à atterrir, mais il y a du trafic et vous ne pouvez pas vous poser tout de suite. Les conditions météorologiques sont mauvaises, vous manquez de carburant. Dans tous ces cas, vous oubliez vite que vous êtes dans un simulateur. Avec la perte d'altitude, les secousses, le bruit, les pilotes ne pensent plus qu'il s'agit d'un simulateur et croient vraiment être à bord d'un avion. Sur un avion comme celui-ci, on répertorie habituellement au moins 200 dysfonctionnements possibles. Que ce soit un train d'atterrissage qui ne sort pas, une fuite d'huile, un moteur en feu ou qui s'arrête, ou encore des difficultés avec le système de commande.
Mayday, mayday, mayday. MI 1123 declaring emergency. Single engine out. Requesting connectors back to the airport. Le scénario qu'on répète souvent est la décompression rapide. Ça, c'est quand on repère une fissure dans le fuselage à 30 000 pieds d'altitude. L'équipage doit descendre le plus vite possible, relâcher les masques à oxygène qui ici sont de vrais masques. Le système qui fait bouger le simulateur reproduit les secousses et vibrations d'un véritable avion, comme lorsque sont déclenchés les aérofreins pour descendre le plus vite possible. Les aéroports sont recréés à l'aide d'une imagerie satellite en très haute résolution. Et l'environnement est reproduit sur une carte en relief sur laquelle on peut percevoir les montagnes et les dénivellations. À cela s'ajoutent des photos en 3D des terminaux et des autres bâtiments des aéroports. Tout ceci contribue à recréer un décor très réaliste. Okay, next scenario. Les formations par simulation virtuelle s'avèrent plus flexibles, plus économiques et plus efficaces que les formations traditionnelles. Il y a 2 ans, aux États-Unis, il est arrivé 2 incidents majeurs. Un qui a très bien tourné, d'ailleurs, c'est l'amérissage d'un avion sur la rivière Hudson, près de New York. Au départ, le pilote prend l'envol de son avion et frappe un banc d'oiseaux, coupe les moteurs, n'a plus de propulsion, et là, doit vraiment réagir. Cette personne-là, étant donné qu'elle a fait de la simulation dans les simulateurs de vol, et qui savait vraiment quoi faire au niveau des procédures à suivre, quelle chose faire parce que ça a déjà été pensé, ça a déjà été simulé, il n'avait pas à dire « qu'est-ce que je fais? Que dois-je faire? » Il n'a pas improvisé. Puis il a améri cet avion-là, et il n'y a eu aucun blessé, on en a fait un héros. En même temps, dans le golfe du Mexique, on a tous été témoins de ce que BP est arrivé. Donc, BP a une fuite de pétrole dans le milieu du golfe du Mexique. Et jour après jour, on voyait ce désastre environnemental qui se produisait. Et en même temps, on voyait certains des meilleurs ingénieurs du monde improviser, avoir une solution, à essayer de colmater cette fuite-là. Et vous avez vu qu'ils ont fait essai et erreur, essai et erreur. Moi, je pense que les autorités réglementaires, dans tout ce qui a trait à l'environnement, devraient exiger des compagnies de dire « montrez-nous » en modélisation, montrez-nous comment vous allez explorer, comment vous allez exploiter. Qu'est-ce qui arrive si tel truc brise? Qu'est-ce qui va arriver? Comment allez-vous faire? Et si ces scénarios-là avaient été développés dans le domaine virtuel, ben, lorsqu'on serait arrivé dans le vrai réel, ça aurait été beaucoup plus facile de solutionner le truc. Après le 11 septembre, au service des incendies de la ville de New York, il n'y avait plus suffisamment de pompiers seniors pour former de nouvelles recrues. La possibilité de simuler l'entraînement par un jeu vidéo a permis de découvrir une approche beaucoup plus efficace que l'ancienne. Oh mon Dieu. Je viens de voir l'avion percuter la tour. La tour s'effondre. En voilà un autre. Un deuxième avion. Le 11 septembre a eu un impact majeur sur notre service incendie. Ça a été une épreuve pour tout le monde. On a tous perdu des amis proches, des collègues, des frères d'armes. Mais ça a porté un coup particulièrement grand à notre service incendie. Ce jour-là, en répondant à l'appel, nous avons perdu 4800 années d'expérience au sein de notre service. Et ça ne s'arrête pas là. Dans les années qui ont suivi, on a continué à perdre beaucoup de personnel à cause de séquelles psychologiques ou physiques, ou tout simplement parce que certains n'en pouvaient plus et ont pris leur retraite. Marty DeMaio et moi étions de la même unité. Tony Garner, Dennis Carey, nous étions de la même unité. Ce sont tous des gens avec lesquels je travaillais. Maintenant, on doit retrouver le niveau d'expérience que nous avions et la seule manière d'y arriver, c'est par la formation. Et ce qui lui donne une valeur ajoutée, ce sont les simulations, car elles permettent de prendre des décisions cruciales dans un environnement sûr. Hazmat Hot Zone n'a pas été développé pour répondre à une seule situation. Ce jeu donne à l'utilisateur la possibilité de créer et sauvegarder un nombre infini de scénarios. On a même développé une banque de scénarios basée sur une variété d'incidents. Ça peut aller de l'incident chimique dans le métro,
à une explosion dans la rue. On donne ainsi aux pompiers et aux intervenants d'urgence la possibilité de s'entraîner à prendre des décisions appropriées dans ce genre de situation. 97 gars de mon bataillon ont péri ici. Les jeux vidéo ont un grand impact et je pense que 10 ans après, la culture des intervenants d'urgence est telle qu'ils sont prêts à les utiliser. C'est parce que les pompiers et les policiers font beaucoup plus d'interventions d'urgence qu'il y a 10, 12, 15 ans. Il y a 15 ans, on intervenait juste en cas d'incendie ou d'accident de voiture. Maintenant, on doit répondre en cas d'urgence médicale, en cas de présence de matières toxiques et de terrorisme. Et chaque semaine ou chaque mois, cette menace évolue. Les terroristes s'adaptent très vite. Alors ce que nous devons faire comme intervenants, c'est d'observer les tendances pas seulement au pays, mais partout dans le monde. C'est à ce moment-là que les simulations sont utiles. Elles donnent la possibilité de créer de nouveaux scénarios pour s'entraîner à la prise de décision sur le terrain. Et si jouer permettait aussi de vaincre ses peurs, de soulager sa douleur, de dominer son hyperactivité, de mieux vivre ou même de changer sa vie? Ici, à Gatineau, je pense qu'on peut dire qu'on est des pionniers dans l'usage de la réalité virtuelle. On possède une voûte à 6 faces. Ça a des images qui sont rétro-projetées sur toutes les facettes du cube, incluant le plancher, donc il y a un trou dans le plancher en verre. Quand on met les lunettes qui donnent une vision 3D, on a vraiment l'impression d'être entouré dans tous les sens des environnements virtuels. Ils flottent devant nous et on perd complètement nos référents par où on est entré dans l'univers. Une équipe de psychologues de l'Outaouais a été la première au monde à démontrer l'efficacité des simulations dans le traitement des phobies. On parle maintenant de cyberpsychologie. Il y a des régions du cerveau qui sont stimulées et qui semblent être associées au sens qu'on donne à l'expérience virtuelle. Alors tout ça, ça nous amène à croire que le sentiment de présence, l'illusion d'être là dans l'environnement virtuel, va chercher les mêmes régions du cerveau que celles qu'on prend dans le quotidien pour donner un sens à l'environnement. On a l'impression qu'on a déjà été ici, on a l'impression que c'est vrai. C'est donc un environnement qui est plus crédible et qui permet mieux aux émotions de s'exprimer comme si c'était vrai. Qu'est-ce que ça vous fait de le voir aboyer? Ça me fait peur parce que souvent, dans la rue, quand je me promène ou je marche, c'est l'aboiement du chien qui me fait peur. Je me tourne et je cherche le chien partout jusqu'à temps que je le trouve. Puis quand vous voyez ce chien aboyer, ça vous fait la même chose? Oui, parce que je me sens menacée. Je ne sais pas s'il veut m'attaquer ou... L'intérêt du virtuel, c'est qu'on oublie que c'est virtuel et on a l'impression que c'est vrai. Et donc, notre centre des émotions, le système limbique, réagit comme si c'était vrai. Parce que les stimuli virtuels, sans être parfaits, sont suffisamment crédibles pour aller chercher les émotions. Moi, j'avais la peur des chiens, uniquement cette peur-là, et je tenais à m'en sortir. J'ai fait environ 12 à 13 séances et graduellement, je me suis aperçue peut-être à la 8e ou 9e séance que j'étais dans un monde virtuel. Donc, quand on commence à comprendre qu'on est dans une thérapie virtuelle, c'est parce qu'on a fait un cheminement. Depuis les 2 semaines passées, ça... Je trouve que ça a fait du progrès, j'ai moins peur. OK. Donc, on va passer à la prochaine étape dans ce cas-là. Parfait. Les gens qui sont capables d'apprivoiser des chiens ou des araignées en réalité virtuelle sont exactement capables de le faire pour de vrai dans la vraie vie par la suite. Et d'affronter nos peurs en virtuel ou in vivo, c'est exactement la même chose. On est dans un appartement, il y a une araignée qui marche sur le comptoir. Est-ce que tu la vois bien? Oui. Présentement, de 0 à 10, ça serait quoi ton niveau d'anxiété? 6. 6, OK. Quand tu es prête, tu peux marcher puis tu peux t'approcher à ton rythme. Parmi les différentes applications qu'on a ici à l'UQO, on traite pour les phobies spécifiques, mais on fait aussi du développement et des études maintenant pour les troubles obsessionnels compulsifs. Alors, les gens qui ont peur des microbes, des maladies, on a une salle de bain qui est progressivement très dégoûtante, qui permet de toucher les murs pour prendre contact avec les microbes et comment on est capable de tolérer ce genre de choses-là.
ça va chercher des préoccupations qui sont typiques aux gens qui souffrent d'obsession-compulsion. Dans le cas de l'anxiété généralisée, on a aussi des situations d'incertitude. Vous êtes à l'urgence, dans une clinique, et là, il y a des gens qui sont malades. On pense qu'on nous regarde, les médecins vous regardent, ils passent des commentaires. Il y a des gens qui sont mourants. Ça va chercher des préoccupations qui sont beaucoup plus vagues et diffuses qu'une phobie spécifique, mais qui sont également plus difficiles parfois à recréer dans le bureau du psychologue. On commence à travailler avec le stress post-traumatique, agression physique, agression sexuelle, violence conjugale, qui sont des choses où le client doit reprendre progressivement contact avec le souvenir. Alors, la réalité virtuelle nous permet d'avoir un outil pour mieux doser, pour mieux graduer ce qu'on va faire vivre au client, toujours sous un contrôle plus élaboré de la part du psychologue. On va faire comme tantôt. On va essayer de rester ensemble. Je vois que tu es nerveuse. C'est bon. Tu es capable. On reste ensemble et on attend que ça passe. Maintenant, on commence à passer des phobies spécifiques aux troubles anxieux plus complexes. Et là, on pense qu'on va être capable d'aller chercher un taux d'efficacité accru et peut-être même gagner sur le temps. On voit des nouvelles applications maintenant comme le traitement de la schizophrénie pour apprendre aux gens qui sont schizophrènes à remettre en question leur perception. Si les stimuli virtuels semblent réels, pourquoi les délires et les hallucinations, on ne pourrait pas appliquer la même logique de critique par rapport à ce qu'on observe et à ce qu'on voit, ce que nos sens nous disent. Traitement des membres fantômes, on voit des applications comme ça commencer à se développer. Alors on voit qu'on a commencé par les troubles anxieux parce que c'était pratique, mais là ça prend de l'ampleur. Maintenant que l'anxiété est rebaissée, on pourrait peut-être prendre une chance et aller un peu plus loin. Serais-tu prête à mettre ta main peut-être pas loin pour qu'elle passe proche? Penses-tu que tu serais capable de faire ça? OK, je vais essayer. Bravo, super. Vas-y à ton rythme. Excellent. Wow, c'est bon, ça. C'est encore mieux que ce que tu pensais tantôt. Bravo. C'est pas si pire comme ça, là. Félicitations. Un des intérêts avec l'avancement de la technologie, c'est que la réalité virtuelle peut devenir plus portable. Effectivement, maintenant, on est capable ici au laboratoire d'utiliser un iPad ou un iPhone pour être capable de brancher les lunettes et s'immerger dans un environnement virtuel. Ça va permettre un jour aux gens de pouvoir utiliser des technologies beaucoup moins coûteuses et de le faire à la maison. Ça risque de démocratiser beaucoup la dissémination de ce type de technologie-là. Ici. Donc ça, c'est le couple. Assis. Ah, il est fin, il écoute. Oui. Assis. Ouf! C'est un jour j'avais réalisé que je toucherais un gros pitou comme ça. Puis il est proche t'es aussi, gentil. This is amazing. I love it. C'est fantastique, j'adore ça. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Ça m'empêche de penser à la douleur et ça me transporte dans un autre monde dans lequel je n'ai pas mal. Parce que je suis tellement concentrée sur le jeu. Pour soigner les grands brûlés, on doit changer leur pansement chaque jour et nettoyer leurs plaies en profondeur. Ça provoque chez le patient une douleur très intense pendant toute la durée de la procédure qui dure entre 30 et 60 minutes. Avec la réalité virtuelle, nous arrivons à distraire l'attention du patient et à faire en sorte qu'il ne pense plus à la douleur, et donc qu'il la ressente moins. Snow World, c'est un monde à l'opposé de celui du feu. On n'y trouve que de la glace, des boules de neige, du blanc, pas d'explosion. Tout est fait pour que les malades ne pensent pas au feu. Quand les patients reçoivent ces traitements très douloureux, cela leur rappelle le feu, la source de leurs blessures. Les médicaments antidouleurs ne suffisent pas à traiter totalement la souffrance et ont des effets secondaires parfois très gênants pour les patients.
La réalité virtuelle est un type d'analgésique, une forme de contrôle de la douleur non pharmacologique qui s'ajoute au traitement médicamenteux de manière sécuritaire et sans risque d'effets secondaires. En utilisant les deux traitements simultanément, nous arrivons à diminuer considérablement la douleur ressentie par les grands brûlés. Avec la réalité virtuelle, on superpose ces petits écrans devant leurs yeux et on bloque leur perception de la réalité. À la suite de quoi, ils ne peuvent plus regarder l'infirmière qui prodigue les soins. Leur attention est détournée vers un monde virtuel dans lequel ils interagissent avec des objets fictifs. Ça alors, regardez tous ces animaux, c'est fantastique. C'est fantastique. Quand je me suis rendu compte de l'extraordinaire pouvoir qu'a la réalité virtuelle pour détourner l'attention des patients de leur douleur, j'ai compris que c'était la découverte d'une vie. C'est une solution si efficace à un problème si grave. C'est intéressant aussi bien d'un point de vue pratique que d'un point de vue théorique. Nos études en laboratoire s'avèrent d'ailleurs passionnantes et nous pourrons offrir de plus en plus d'applications concrètes pour atténuer la souffrance. Les chercheurs savent désormais que lorsque le cerveau est totalement absorbé par une activité, on ne peut pas le distraire avec autre chose. Ils ont donc voulu tenter une expérience avec des enfants qui avaient, justement, des déficits d'attention. Pourrais-tu aller voir qu'est-ce qui se passe du côté du système solaire? Ah, je le savais que je pouvais compter sur toi. Allez, bonne chance et reviens-nous vite. Et c'est parti! Le jeu SCALE, qui est un acronyme pour Système coopératif d'apprentissage ludique par l'expérience. Donc, l'idée est un peu la pédagogie, mais au-delà de ça, c'est d'intégrer un scénario pédagogique en vue d'une thérapie ou en tout cas d'une atténuation de symptômes pour les jeunes en déficit d'attention. En bas âge, donc de 9 à 12 ans. En fait, c'est l'âge critique à laquelle on découvre souvent le trouble déficitaire d'attention, avec ou sans hyperactivité, qui comporte 3 symptômes caractéristiques qui sont l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité. Bravo! Il n'en reste qu'une. Le jeu SCALE, ça porte sur la science et de la technologie, mais plus spécifiquement sur le facteur d'échelle comme facteur de motivation pour les jeunes. Donc, l'idée de pouvoir comme entrer dans le corps de quelqu'un pour en apprendre plus sur le système digestif, par exemple, ou le système planétaire, qui est dans le cadre de SCALE. Il y a des recherches qui montrent que jouer à des jeux vidéo avec un scénario pédagogique atténue grandement ces symptômes-là. Donc, on ne peut pas le guérir, mais on peut les atténuer. En fait, c'est une preuve de concept pour montrer qu'un jeune en déficit d'attention peut être aussi attentif qu'un jeune qui ne l'est pas, puis qui peut avoir autant de plaisir à le faire avec un scénario pédagogique. Certains créateurs de jeux arrivent à engager si profondément les joueurs dans leur scénario qu'ils peuvent les faire évoluer sur le plan psychologique. Voilà le but du jeu Papo et Yo. Comme il arrive à placer le joueur dans des situations émotives difficiles, ce jeu a été primé pour son caractère innovant. J'ai travaillé pendant 8 ans pour Electronic Arts. J'avais de très bonnes conditions et j'ai eu une excellente formation en création de jeux vidéo. J'ai beaucoup appris. J'ai travaillé sur des projets majeurs. Bref, j'avais une situation idéale. Alors, quand on me demande « Pourquoi as-tu quitté un emploi pareil ?» Je dois avouer que je n'aimais pas le contenu des jeux que nous faisions. Il me semblait futile. Quand je suis devenu père, je me suis dit « Maintenant, je dois contribuer de manière positive à la société. »
La trentaine arrivée, je me suis dit que j'en savais assez pour faire de bons jeux. C'est ainsi que j'ai lancé ma propre entreprise. J'ai eu une enfance difficile. Mon père était alcoolique et il était violent. C'était la réalité avec laquelle je devais composer. Et je me souviens que je jouais à Mario Bros en essayant, avec l'énergie du désespoir, de vaincre le méchant. Mais le jeu terminé, j'étais de nouveau confronté à ma réalité sans pouvoir rien changer à la relation avec mon père. Il m'a fallu trouver des moyens de vivre avec. Quand ton père est alcoolique, tu ne vas pas le lendemain à l'école en racontant à tes copains « Hey, mon père est arrivé ivre hier soir ». Tu gardes ça pour toi. C'est un secret. J'ai cherché comment, à partir de mon expérience, je pouvais améliorer la vie des autres. Comment le fait d'avoir réussi à survivre à cette enfance avec un père alcoolique pouvait me servir à faire des jeux. C'est cette idée qui est à l'origine de mes créations. Le jeu Papo et Yo, c'est l'histoire d'un gamin de 13 ans qui s'appelle Kiko. Son meilleur ami est un monstre immense, qui s'appelle Monstre, justement, mais qui a une vilaine dépendance aux grenouilles. Or, dès que Monstre mange une grenouille, il veut tout détruire, y compris Kiko, son meilleur ami. L'objectif du jeu est que Kiko trouve un remède à la dépendance de Monstre. C'est ce que j'ai voulu faire quand j'étais petit, trouver un remède contre l'alcoolisme de mon père. Je ne l'ai jamais trouvé. Il faut jouer au jeu pour le découvrir. Semble noyé dans ses émotions, le joueur sait toujours qu'il est en train de jouer. Il demeure libre de sortir du jeu, sinon ce ne serait plus un jeu. Les difficultés croissantes font partie du jeu, mais les récompenses, elles aussi, augmentent et motivent le joueur à poursuivre sa quête. Ici, Alice vient de gagner un bracelet magique qui l'aidera à se saisir plus rapidement de la clé de la porte mystérieuse. Il n'est plus nécessaire d'avoir un doctorat ni même d'être biochimiste pour faire avancer la recherche. Foldit, c'est un jeu mondial qui a été créé à l'Université de Washington par le département d'informatique et notre département de biochimie. C'est un jeu où on essaye en fait de trouver la structure correcte des protéines. Il y avait 15 ans que les scientifiques cherchaient la forme exacte d'une enzyme clé du virus du sida. Grâce à la science participative, des milliers de joueurs en ligne l'ont découverte en quelques jours. Conçu comme un puzzle, le jeu Foldit conjugue le pouvoir des ordinateurs et l'imagination des humains. Une véritable révolution. Quand on réussit, la protéine change de forme. Alors quand je marque de plus en plus de points et que je monte rapidement dans le classement, je ressens une forte poussée d'adrénaline. Arriver à transformer une protéine difforme, laide et toute rouge, en une belle structure organisée et symétrique, dans laquelle tout est à sa place et d'où rien ne dépasse, c'est ça que j'aime faire. En quelque sorte, je l'aide à devenir ce qu'elle devrait être. Après la publication d'un article majeur au sujet de Foldit dans la célèbre revue scientifique Nature, des chercheurs nous ont contactés au sujet d'une protéine du virus du sida chez les singes dont ils tentaient d'élucider la structure depuis une quinzaine d'années.
Ils avaient essayé de la visualiser en employant la cristallographie au rayon X et une panoplie de méthodes sans résultat. Nous leur avons répondu, pas de problème, on va présenter cette énigme à nos joueurs de Foldit. Au bout de 10 jours, les joueurs proposaient une structure pour cette protéine. 3 semaines plus tard, le laboratoire confirmait qu'il s'agissait définitivement de la bonne structure. En 10 jours, les joueurs ont été capables de découvrir la structure d'une protéine qui avait tenu la communauté scientifique en échec pendant 13 ou 14 ans. Ici, au centre, l'un de nos plus grands défis est de créer des jeux qui soient à la fois divertissants, engageants, des jeux amusants, des jeux qui donnent envie aux gens d'y jouer pendant longtemps, mais de créer aussi des jeux qui aient des applications pratiques. Au cours du développement du jeu, nous avons beaucoup réfléchi à la meilleure façon de représenter les protéines pour que les joueurs saisissent bien la problématique. Il fallait donc tenir compte de leur capacité à résoudre ces problèmes et veiller à ce qu'ils soient bien outillés pour y arriver. Les protéines sont constituées de chaînes d'atomes repliées sur elles-mêmes qui peuvent prendre tellement de formes différentes que l'ordinateur ne parvient pas à faire une recherche exhaustive de toutes les possibilités, ni à trouver la bonne configuration. Dans un cas comme celui-ci, on a vraiment besoin que des personnes se penchent sur ce problème, car l'homme a une capacité de raisonnement dans l'espace que les ordinateurs n'ont pas. Pour le joueur, il s'agit de bien visualiser les atomes dans l'espace et d'imaginer une façon de les combiner pour que tout se place correctement. Au début, on ne savait pas vraiment si le jeu aurait du succès, ni si les joueurs seraient capables de résoudre des problèmes aussi pointus. Ce fut très excitant de découvrir que les gens trouvaient le jeu Foldit stimulant et divertissant et qu'ils s'étaient également passionnés pour la résolution de problèmes vraiment intéressants. Je suis employée dans une équipe de réadaptation. Je réponds au téléphone, je m'occupe des programmes informatiques et je travaille avec les autres employés. C'est très répétitif. Quand je rentre chez moi, je deviens une autre personne. J'aime les défis. Et Foldit me procure ce que ma vie quotidienne ne peut pas me donner. Je me suis découvert des habiletés que je ne soupçonnais pas. On a demandé à nos joueurs pourquoi vous jouez à Foldit et on a eu les réponses que j'aime bien l'esprit compétitif, j'aime bien l'esprit social parce qu'il y a un chat où on peut partager les idées et parler avec les autres joueurs, mais aussi il y en a beaucoup qui ont dit c'est un jeu avec une raison. Et on a beaucoup de joueurs qui nous ont dit j'ai quelqu'un dans la famille qui est malade ou moi j'ai eu une telle maladie. Et même si c'est juste une chance sur 1000 que j'arrive à contribuer d'une toute petite partie à quelque chose pour aider quelqu'un, ça c'est la différence entre... Il y a plein de jeux, mais des jeux avec game with a purpose, on dit en anglais. Ça ajoute une autre dimension. Nous les illustrons telles qu'elles sont, sans les enjoliver, parce que nous savons que ce qui motive les gens, c'est de trouver des solutions à des problèmes spécifiques. Et la moitié de nos joueurs sont des États-Unis et d'Angleterre, mais l'autre moitié sont du reste du monde. Donc c'est pas vraiment seulement un jeu anglais. Il a été maintenant traduit en beaucoup de langues. Et c'est pas nous qui l'avons traduit. On a donné juste les outils pour pouvoir le traduire en n'importe quelle langue. Et les gens partout autour du monde l'ont traduit en polonais, en français, en espagnol, en italien, en portugais, en tout. Donc maintenant c'est en plusieurs langues. Worldwide game. Large numbers of people are les joueurs doivent d'abord apprendre ce que sont les protéines pour pouvoir contribuer ensuite à la recherche scientifique. Cela transforme la relation entre la société et les scientifiques.
Habituellement, ces derniers essaient de vulgariser ce qu'ils font pour le grand public. Avec ce jeu, c'est totalement différent. Nous présentons un vrai problème scientifique de manière à ce que les gens le comprennent, pour qu'ils nous aident ensuite à faire la recherche. La science ne doit pas être limitée seulement dans les laboratoires. On a vraiment des gros problèmes dans ce monde et on a besoin de tous les cerveaux pour pouvoir les résoudre. Et je pense que Foldit, ça montre vraiment le pouvoir de la collaboration. On obtient toujours de meilleurs résultats lorsque les gens travaillent collectivement, plutôt qu'individuellement. Il y a beaucoup de gens qui jouent aux jeux vidéo. Si on peut juste utiliser un petit pourcentage des gens qui jouent à Angry Birds, par exemple, dans le métro, sur le bus, tout le monde joue à ces jeux-là. Si on peut les appliquer dans un sens à résoudre des problèmes difficiles, ça serait génial. La compagnie Games for Change utilise les jeux vidéo pour sensibiliser les joueurs à de grandes causes et stimuler des changements sociaux majeurs à l'échelle mondiale. Games for Change a été créé en 2004. Au début, c'était un tout petit groupe composé d'activistes sociaux et pas forcément des gens qui viennent de l'univers des jeux. Avec le temps, le nom de l'organisation est devenu le nom du type de jeu. Les gens disent maintenant « J'ai créé un Game for Change », un jeu pour changer les choses. Combien d'entre vous jouent à des jeux sur leur téléphone? Presque tout le monde. Parmi les tout premiers exemples, je dirais qu'il y en a 3. On peut citer Food Force, lancé par les Nations Unies. Ils ont été les premiers à faire ce type de jeu vidéo à portée sociale. Une crise majeure vient de se déclarer dans l'océan Indien, sur l'île de Ceylan. La sécheresse sévit de plus en plus régulièrement, avec des conséquences de plus en plus graves. Pour arranger les choses, une guerre civile vient d'éclater dans le pays. Il s'agit d'arriver à voir le monde sous un autre angle. On y arrive peut-être au cinéma, mais dans les jeux, au-delà de voir les choses autrement, on contrôle l'action. C'est là l'avantage des jeux vidéo et du numérique. Au début, Half the Sky était un livre. Ensuite, il y a eu une série télé. Nous avons décidé de créer un jeu pour toucher un public plus large et plus jeune, ce que Facebook nous a permis de faire. Nous avons approché Frima car ils ont développé beaucoup de jeux sur Facebook et ont une très bonne réputation dans l'industrie. Joignez-vous au mouvement pour renforcer le pouvoir d'action des filles et des femmes. Le jeu Half the Sky s'inspire du best-seller numéro 1 du New York Times. Half the Sky, c'est une expression qui avait été utilisée par Mao Tse-tung qui disait « Les femmes tiennent la moitié du ciel ». Donc, pourquoi n'ont-elles pas la moitié des bénéfices sur Terre de la vie? Le but du jeu Facebook, c'est de sensibiliser la population à cette cause. On veut aider les femmes, on veut aider à ce qu'il y ait des projets qui se lancent pour l'accès à l'éducation ou faire fermer des bordels, si c'est possible, arrêter vraiment les choses. Donc, c'est un grand défi pour nous parce que ce sont quand même des histoires assez tragiques qui sont racontées. C'est l'histoire de Radhika, une femme indienne qui réussit à transformer en opportunité la situation d'oppression dans laquelle elle se trouve. Son premier défi est des plus banals. Emmener sa petite fille chez le médecin. Lorsqu'elle en parle à son mari, il lui répond « Écoute, je n'ai pas d'argent pour ça maintenant. Attendons un peu. » L'aventure de Radhika l'amènera à traverser 5 pays. À la fin de ce périple, elle aura franchi les plus hauts échelons de l'émancipation sociale. Elle s'exprimera sur des questions qui touchent la condition des femmes devant les Nations Unies. Elle sera même élue au Parlement indien. Mais c'est un long parcours. Elle commence donc par apprendre à prendre soin d'elle-même et de sa famille pour arriver en bout de piste à aider les femmes à l'échelle mondiale.
Quand on a développé le jeu, on voulait que tout le jeu soit vu à travers les yeux d'une femme. Le joueur voit donc le monde avec les yeux d'un personnage féminin en Inde. Le jeu explore donc toutes les différentes façons et opportunités permettant aux femmes de s'en sortir, quelle que soit leur origine. Nous mettons l'emphase sur les différentes manières de donner du pouvoir aux femmes, sur l'éducation, sur l'indépendance économique, et nous arrivons à montrer qu'on peut changer ces sociétés et offrir à ces femmes des occasions d'améliorer leur sort. On a réussi à réconcilier le virtuel et le réel. L'argent dépensé dans le jeu est aussitôt réinvesti dans la cause. En plus, nous avons obtenu le soutien de 2 commanditaires, Pearson et Johnson & Johnson, qui ont chacun légué une somme de 250 000 $, soit un demi-million, que les joueurs débloqueront au cours du jeu. Il s'agit d'un mécanisme permettant aussi aux joueurs de faire des dons simplement en jouant. Quand ils réussissent ce niveau, ils reçoivent un message leur disant « Vous avez fait une différence ». Parce qu'on a joué 30 minutes, on a offert une opération ou un livre. C'est un message très puissant tout au long du jeu. On apprend et on se sent engagé dans cette cause en ayant fait quelque chose de concret. C'est ce qui était l'essentiel pour nous. On a fait un jeu qui est agréable, qui prend les enjeux au sérieux, mais qui permet aux gens d'avoir du plaisir. On l'a relevé, ce défi-là, qui n'était pas évident en commençant. Le mouvement va prendre beaucoup d'ampleur, je crois. Il y a l'appui de George Clooney, Meg Ryan, Hillary Clinton. Beaucoup de célébrités aux États-Unis sont impliquées. Et puis, ça va avoir un rayonnement là, partout dans le monde. Il n'y a pas que dans les jeux vidéo qu'on retrouve le plaisir d'apprendre, la joie d'interagir, la satisfaction de réussir chacun à son rythme. Mais l'engouement pour les jeux vidéo nous rappelle l'importance d'utiliser ces atouts pour améliorer le sort de tous. La revanche des jeux vidéo ne fait que commencer. Je souhaite qu'en explorant ces nouvelles plateformes, les concepteurs de jeux trouvent des sujets de plus en plus enrichissants. Non seulement pour nous divertir, mais aussi pour nous rendre meilleurs. Je pense qu'il est temps que les jeux vidéo deviennent plus matures. Moi, je crois que c'est positif, les jeux vidéo, dans nos sociétés. Voilà, parce qu'on n'est pas juste passif. On participe à un jeu vidéo, on y joue, c'est nous l'acteur principal.